Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mes lectures du mois de mai, mois pendant lequel j'ai lu 5 livres, dont 2 romans en format papier et aussi 3 e-books, et donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, j'ai lu La Cité des Chimères par Vania Prats, publié chez Snag, qui est un livre qui fait partie des 5 finalistes pour le PLIB, prix pour lequel je suis jurée, et qui me rendait très curieuse parce que j'ai l'impression que les avis sont très tranchés à son sujet. Alors dans ce livre, on va suivre un monde où chaque personne développe la plupart du temps un don qui correspond à sa nature profonde. Et nous, dans tout ça, on va suivre le personnage de Céleste, qui est une jeune femme qui n'a pas développé de don. En fait, le truc, c'est que Céleste a toujours été très occupée et elle n'a jamais réellement eu le temps de se concentrer un petit peu sur elle-même. Mais pourtant, elle a bel et bien un don qui va se développer le jour où elle va rencontrer Calissa. Calissa, c'est la deuxième jeune femme qu'on suit dans ce livre. C'est une contrebandière qui fait partie d'une confrérie. Et à elles deux, donc Céleste et Calissa, on va découvrir tout un monde et on va y découvrir aussi tout plein de secrets et de petites manipulations, de petites choses comme ça, très sympathiques à suivre parce que j'ai apprécié ce livre. Oui, il m'a convaincue. Je l'ai beaucoup apprécié. Déjà, ce que j'ai aimé, ça va être tout ce qui est construit autour du don de Céleste, puisque Céleste développe un don particulier et les gens qui ont en fait le même don qu'elle étudient généralement dans un endroit spécial, endroit qui m'a fait penser au début du Faiseur de rêves, parce qu'on sent que c'est vraiment un endroit qui est fait pour le savoir et en plus c'est un endroit avec une architecture un petit peu spéciale et j'ai beaucoup aimé découvrir cet univers là. Et puis il y a aussi Calissa. Calissa, j'ai trouvé que ces chapitres où on la suivait, ils étaient super intéressants parce qu'ils amenaient beaucoup de rythme dans le récit. C'est une contrebandière, elle a ses petits coups, ses petites magouilles et elle a aussi pas mal de secrets autour d'elle parce que avec toute sa confrérie, avec les autres membres de la confrérie, en fait, on sent que chacun a un petit peu son histoire et c'est très sympa de découvrir tout ça. Enfin moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un livre qui se lit pour ma part très bien. C'est un premier tome d'une saga. Je l'ai pas trouvé introductif dans le sens long à se mettre en route, mais plutôt parce que on sent qu'il y a plein de petites choses qui sont distillées dans cette histoire et qui méritent d'être développées par la suite et qui le seront sûrement. Pour moi, ça a été un livre avec plein de bonnes idées et j'ai passé un très bon moment en fait, un très bon moment de lecture tout simplement, donc voilà. Ensuite j'ai lu Le Livre des choses perdues par John Connolly, publié chez J'ai lu, qui a été un coup de cœur, mais ça normalement vous le savez déjà parce que je vous en ai fait toute une vidéo à son sujet. Quelle lecture! Enfin voilà, bon du coup je vais pas vous le rechroniquer dans cette vidéo là, mais si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur ce livre et que vous avez envie de m'entendre parler d'un coup de cœur, d'un livre tellement beau, n'hésitez pas à aller voir dans le petit, je vous ai mis le lien direct de cette vidéo qui est pas longue, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Ensuite j'ai poursuivi avec un e-book, le premier tome de la saga Monstre Hotel, qui est Les Chasseurs de Trésors par Karina Rosenfeld, publié chez Gulfstream. Dans cette histoire on suit Olivia qui a 10 ans et qui n'est pas franchement ravie de sa situation puisque ses parents et elle déménagent. Ils quittent la grande ville pour aller s'installer dans un endroit paumé, aller vivre dans un manoir qui n'est franchement pas dans un bon état mais que ses parents veulent rénover pour en faire un hôtel. Donc Olivia, elle est un peu désespérée, mais très rapidement elle va très vite s'adapter à sa nouvelle situation parce qu'elle va découvrir que dans ce manoir, il y a des monstres qu'elle est la seule à pouvoir voir. Très rapidement elle va se lier d'amitié avec ces monstres et ensemble ils vont découvrir qu'il y a quelque chose de très louche qui est en train de se mettre en place dans ce manoir puisque ses parents les parents d'Olivia ont embauché des ouvriers pour rénover le manoir et clairement les ouvriers ont l'air de chercher quelque chose. Ils n'ont pas l'air réellement de faire des travaux mais plus d'essayer de piller le manoir. Du coup Olivia est bien décidée à chasser les ouvriers de chez elle et pour ça ses amis les monstres vont lui prêter un coup de main et ensemble ils vont découvrir qu'en fait il y a tout un secret autour du manoir. J'ai pas forcément beaucoup de choses à vous dire à son sujet, mais j'ai passé un bon moment en lisant ce livre, en le considérant pour ce qu'il est, c'est-à-dire un livre jeunesse, donc adapté à la base à un public et un lectorat plus jeune que celui qui va lire du young adulte.
eh bien c'est vraiment pas mal du tout en fait. C'est une histoire qui n'est pas trop simple, où il y a quand même beaucoup d'aventures, où il y a tout un univers avec les monstres qui est vraiment bien fait. On suit également toute une histoire à propos du manoir et d'un certain secret, et franchement le tout se lit très très bien. Moi j'ai été embarquée dedans, j'ai passé un bon moment, très tranquille, et donc très bon moment de lecture pour moi. Puis j'ai enchaîné avec une autre lecture sur ma liseuse qui est Le Musicien par Annabelle Blangier, publié chez Magic Mirror, qui est un livre en fait qui est une réécriture du conte du joueur de flûte de Hamelin, conte qu'on voit pas très souvent en fait dans les réécritures de contes, et du coup j'étais super contente là d'avoir un roman qui allait reprendre ce conte, vraiment parce que ça change tout simplement. Alors dans ce livre on va suivre le personnage de Raphaël qui est un musicien et qui débarque à Hamelin, la petite ville très tranquille où il se passe jamais rien, la petite ville où vraiment tout le monde se sent en sécurité. Mais Raphaël lui débarque avec ses instruments de musique, et Raphaël il a un plan de vengeance dans la tête parce que cette ville il y a quelques années lui a fait vraiment beaucoup de mal et il a beaucoup perdu à cause de ses habitants. En parallèle on suit aussi le personnage de Laure, Laure qui habite Hamelin, et Laure qui, dès qu'elle va rencontrer Raphaël, va ressentir une sorte d'attraction pour lui. Pas une attraction physique, mais vraiment quelque chose. Elle sent qu'il y a un lien entre elle et lui, notamment par leur passion de la musique, mais peut-être qu'il y a plus que ça. Pour moi, ce livre a un rythme assez diesel en fait, dans le sens où le début est un peu lent, on découvre doucement les personnages, la ville d'Hamelin, et puis passer un moment, passer la moitié, on dévore le restant du bouquin, on tourne les pages parce qu'il se passe plein de choses, parce qu'on a envie de voir comment le tout va se démêler. Ce qui m'a vraiment plu dans ce livre notamment, c'était la vengeance de Raphaël. Quand on sait ce qu'il a subi, on n'a qu'une envie, c'est qu'il se venge. Mais en même temps, j'avais pas envie que ça aille trop loin. Et c'est un peu bizarre de vous dire ça parce que d'un certain point de vue, ça va quand même déjà assez loin. Mais j'avais pas envie que ça franchisse certaines limites, et en plus de ça j'avais envie d'une certaine fin, et à ce niveau là j'ai eu exactement ce que je voulais. Donc vraiment dans ces cas là c'est tellement plaisant. J'ai aimé ce livre, c'était une bonne réécriture de conte. Je trouve que les personnages sont vraiment très intéressants et que l'autrice a su y mettre beaucoup d'imagination pour en faire une histoire mais hyper agréable. Et pour terminer, j'ai lu la préquelle de Hunger Games, qui est La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur par Suzanne Collins, publiée chez Pocket Jeunesse. On se situe donc des années avant les aventures de Katniss et Peeta, ils sont même pas encore nés dans ce livre, et on suit le président Snow, qui n'est pas encore président, puisque effectivement Coriolanus, c'est son prénom, est un étudiant, et les élèves de sa classe se retrouvent mentors des tribus de la prochaine session des Hunger Games. Et Coriolanus n'est pas très enjoué parce que on va lui attribuer le tribut du district 12, la fille en plus, donc là pour lui voilà, il sait direct que son tribut forcément ne va pas gagner, il n'est pas motivé parce qu'il sent que du coup il va pas réussir ses jeux, mais pourtant il semblerait bien que cette fille du district 12 a quand même quelques atouts dans sa poche. C'est un livre que j'attendais pas particulièrement, et pourtant quand il est sorti je me suis jetée dessus voilà, et je l'ai lu, et ça m'a juste rappelé à quel point les Hunger Games c'était quand même un univers tellement bien. Bon, tellement bien d'ailleurs que j'ai fini après ça par relire la trilogie, dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo lecture, puisque ça fait partie de mes lectures du mois de juin. Mais non mais honnêtement, Suzanne Collins, j'avais vraiment oublié qu'elle avait ce don de fou déjà pour raconter les Hunger Games. Vraiment ce moment où on est dans l'arène, c'est quelque chose de fou parce que l'autrice raconte ses jeux comme personne d'autre ne pourrait le faire, je crois. Vraiment, elle a un talent fou pour mettre les jeux en avant. C'est tellement intéressant à suivre, mais ce qu'on suit surtout dans ce livre, c'est le personnage quand même de Coriolanus. Et ce personnage est un petit peu différent de Katniss, clairement, parce que quand on suit la trilogie du point de vue de Katniss, on est du côté des gentils en quelque sorte. Et du coup, on peut facilement s'identifier à Katniss. Là, c'est un petit peu différent, du coup le ton de cette lecture est différent parce que dès le départ, Coriolanus
Bah déjà on sait qu'il va devenir le président Snow, donc voilà, on a quelques réticences à son sujet, vive les bafouillements. En plus de ça, dès le départ il est quand même assez détestable, mais pas encore au point d'être aussi horrible que le président Snow qu'il deviendra plus tard. Et du coup c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre, petit à petit, comment cet être va devenir de plus en plus horrible, de plus en plus sans scrupules, et ce peu importe les bonnes personnes qui vont croiser sa route, qui vont faire partie de sa vie et de son histoire. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Je pense notamment à la fin de la deuxième partie qui se termine sur un retournement de situation qu'on ne voit absolument pas venir et qui fait que dans la partie 3, Coriolanus vit une situation complètement différente de celle qu'il a pu vivre dans les 2 premières parties du livre. Et clairement, on sent que cette partie très différente, c'est celle qui va forger le Snow du futur. Vraiment. Donc, pour moi, ça a été une très bonne lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur comme a pu l'être, par exemple, les 2 premiers tomes de la trilogie. Mais ce tome-là est tellement intéressant d'un point de vue psychologique, de voir l'évolution du personnage de Snow. Enfin vraiment, moi j'ai passé un très bon moment, et comme je vous disais, juste après avoir lu ce livre, je me suis plongée dans la trilogie tellement j'avais envie de continuer, de prolonger le bonheur d'être dans l'univers des Hunger Games. Donc c'est vous dire que pour moi, ça a été un succès pour cette préquelle, vraiment. Voilà pour mes lectures du mois de mai, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Moi je vous fais de très gros bisous, et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.